Bienvenue au micro de Bacchus. Abonnez-vous. Bienvenue sur la chaîne Au Micro de Bacchus. Si vous n'êtes pas déjà abonné, grand malheur à vous, abonnez-vous tout de suite. Ici on parle de plein de sujets autour du vin. Bonjour à tous, merci de suivre la chaîne Au Micro de Bacchus. Ce mois-ci je suis ravie d'accueillir Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, je suis ravi d'être là. Bon mais tant mieux, attention tu sais pas à quoi et quelle sauce tu vas te manger. Donc Jean-Baptiste est avocat, spécialité propriété intellectuelle, c'est bien ça, voilà. Et il va nous raconter les facettes, les liens entre le droit et le vin, et notamment dans son domaine. À tout de suite. Alors Jean-Baptiste, on va démarrer par ton parcours. Comment t'as fait pour mixer droit et vin? Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, je grandis dans le vin, parce que je suis fils de viticulteur. Dans à quelle Bordeaux. région? À Bordeaux. Anciennement les premières côtes, que maintenant on appelle les Cadillac Côtes de Bordeaux. Ok. Donc je grandis là-dedans, sans être immédiatement passionné. J'aide mon père, je travaille dans les chais, dans les vignes, etc. Donc on va dire que je suis sensibilisé au milieu du vin. Après, vers 18-19 ans, je commence vraiment à m'intéresser à la gastronomie, au vin, etc. Donc c'est là que je me rends compte la chance que j'ai de grandir dans une propriété viticole et d'avoir quelqu'un comme mon père qui me fait goûter des vieux millésimes, qui fait mon goût, etc. Et à la fin de ma fac de droit, comme tous les étudiants, il faut trouver une spécialité, il faut savoir ce qu'on veut faire. Et je n'avais pas de vocation particulière. Et j'ai entendu parler de ce master droit du vin à Bordeaux. Et je me suis dit, voilà, c'est fait pour moi, je suis passionné par le vin, je viens de finir ma maîtrise de droit, donc go. Et surtout que maintenant, tu es impliqué dans ce master de la vigne. Aujourd'hui, j'enseigne dans le master de droit de la vigne et vin. Je suis très fier parce que j'ai beaucoup de gratitude en fait pour tout ce que cette formation m'a apporté. Donc je suis ravi de pouvoir donner un peu en retour. Ouais. Alors, être avocat dans le vin, c'est quoi? Être avocat dans le vin, déjà c'est très agréable parce que ça veut dire que ses clients sont dans le vin et que ça veut dire qu'on fréquente des gens qui sont dans un milieu qui est d'une part lié au vin, mais également à la gastronomie, à l'art de vivre. Donc vous dégustez en même temps que tu reçois tes clients? Pas en même temps, mais on va dire alternativement, on peut déguster. Donc être avocat dans le vin, c'est d'abord avoir des clients qui sont dans le milieu du vin. Ensuite, ça veut dire uniquement traiter, ou principalement traiter des questions juridiques viticole, parce que le droit viticole est totalement différent de tous les autres droits et surtout du droit commun. Il y a un véritable droit viticole qui existe et qui requiert une spécialisation. Mais toi, tu as une spécialité dans tout ça, donc avec la propriété intellectuelle, ou tu es vaste finalement? Alors, ce que je fais principalement, parce qu'effectivement tu as raison de le dire, le droit du vin, ça recouvre une galaxie de différentes spécialisations. Ça peut être le droit rural, avec les problèmes de fermage, ça peut être les droits de propriété intellectuelle avec les marques, ça peut être le droit fiscal, ça peut être le droit foncier. Donc ma spécialisation, on va dire qu'à 80%, je fais de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire la protection de marques de vin, d'appellation d'origine également, mais également des problématiques de packaging, d'étiquetage, des choses comme ça. Mais également du droit du vin pur. Droit du vin pur, ça va être l'étude des textes viticoles, ça va être les problématiques par exemple, de loi et vin, c'est-à-dire faire de la validation, communication et marketing pour des 4x3, pour des publications dans des magazines, pour des spots télé, des choses comme ça. Donc c'est principalement de la propriété intellectuelle et plus globalement du droit du vin. On peut résumer comme ça, mais du pur droit du vin, pas propriété intellectuelle. Ok, très bien. Donc merci pour ces précisions, mais allons plus loin. Quels sont les différents types de sujets que tu abordes au quotidien? Alors au quotidien, ça va être beaucoup de propriété intellectuelle. Donc propriété intellectuelle en matière de vin, ça veut dire de la protection de marques viticoles, ça va être de la protection d'appellation d'origine, aussi d'indication géographique. Ça peut être aussi du droit du vin de manière plus générale, plus vaste, c'est-à-dire qu'il n'est pas de la propriété intellectuelle. Par exemple, la loi E20, dont on a entendu parler. On sait aujourd'hui que ce soit sur de l'étiquetage, sur un 4x3, sur un spot radio, tout est hyper encadré et les juges sont très sévères. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qu'on fait aussi, mais principalement, à 80%, on va dire, ça va être de la propriété intellectuelle. Ok. Alors, niveau propriété intellectuelle, est-ce que tu as des anecdotes à nous partager du coup? J'en ai beaucoup. Parce que, bon, alors quelques-unes, un top 3. Top 3. Top 3.
Alors, par exemple, j'ai un type, un client qui était venu me voir et qui m'avait dit j'ai une chance folle. À Vinexpo, j'ai rencontré un Chinois qui est prêt à me faire un contrat d'exclusivité sur 3 ans. C'était 600 000 bouteilles sur 3 ans, exclusivité. Tout était négocié, mais tout. C'est-à-dire ils avaient négocié la qualité du vin, le packaging, les incoterms, c'est-à-dire les transferts de responsabilité, les dates de livraison, tout. Et donc ce type, puisque j'ai employé ce mot, vient me voir et me dit juste un détail, est-ce que vous pouvez vérifier que ma marque est bien déposée en Chine? Puisque à la fin du contrat, il y avait annexe 1, la copie de la propriété, enfin, du dépôt de la marque en Chine. Ce qui est normal, puisque en fait, le Chinois qui allait s'engager à distribuer la marque pendant 3 ans voulait juste être sûr que son co-contractant était bien propriétaire de la marque. Enfin, logique, hein, rien de... Et là, on se rend compte que la marque est déjà déposée, puisqu'il y a le sport national pendant des années en Chine. Alors ça se calme un petit peu, mais surtout après 2005, ça a été de déposer toutes les marques qui n'étaient pas déposées. Ce qu'on appelle le trademark squatting. En fait, le trademark squatting, c'est un particulier chinois ou une entreprise chinoise qui va aller à Carrefour, par exemple. Ils vont regarder toutes les marques de vin, ils vont les noter, ils vont aller sur le site de l'INPI chinois. Donc l'INPI, c'est là où on enregistre les marques. Et toutes les marques qui ne sont pas déposées, ils vont les déposer. En attendant que le propriétaire légitime arrive sur le marché chinois et se rende compte qu'il a besoin de sa marque pour finaliser un contrat de distribution. Et donc, il se retrouve dans l'obligation de la racheter aux déposants frauduleux. Et donc, ce type, je ne sais pas pourquoi j'ai employé ce mot, mais c'est pas grave, je continue à l'employer, se retrouve dans une situation où potentiellement sa vie peut changer parce qu'il a un contrat d'exclusivité sur 3 ans, il est à 2 doigts de signer, et il ne peut pas le faire juste parce qu'il n'a pas pris la peine de déposer sa marque. Et donc on s'est retrouvé dans la situation où il a fallu la racheter. Et lorsqu'on s'est rapproché de ce trademark squatter, il nous a dit très bien, ce sera 1 million d'euros. Évidemment, c'était très ennuyeux. Donc en fait, il a fallu qu'on navigue, c'est-à-dire qu'on soit intelligent. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Tout d'abord, on s'est fait passer pour quelqu'un d'autre que notre client. En fait, on a demandé à notre avocat de se faire passer pour un contrefacteur qui souhaitait racheter une marque. Donc, par rapport à celui qui vend, évidemment, il se retrouve moins en face de lui avec quelqu'un qui a le couteau sous la gorge et qui a absolument besoin de récupérer sa marque. Donc, il se retrouvait entre contrefacteurs à négocier. Et ce qu'on a fait également, c'est qu'on a fait 3 actions judiciaires contre la marque en même temps, de manière à la grever et à faire diminuer sa valeur. Puis on a gagné un petit peu de temps, et à la fin, on est passé de 1 million en 1 mois et demi à 8 000 euros. Et à 8 000 euros, notre client, évidemment, a signé tout de suite. On a récupéré la marque, il a pu signer son contrat de distribution sur 3 ans, etc. Donc, il était très content. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce trademark squatting, c'est un phénomène qui existe encore, mais qui en Chine a explosé après le millésime 2005. On va dire quelque chose comme ça. Oui, donc vous avez joué le rôle de négociateur, en fait, pour en baisser à 8 000. C'était pas du juridique, c'était plus être malin, et c'était de la survie commerciale, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait trouver des astuces pour récupérer cette marque. Alors, top 2, une autre histoire. Alors, une autre histoire, le château Ozone à Saint-Émilion, qui est un de mes clients, et qui s'est retrouvé sur le marché chinois avec des Louis Ozone, donc le prénom Louis et Ozone, pour vendre des vins sans alcool et pour des bars de vin de nuit, mais des gros trucs, hein, c'est-à-dire avec 3 étages, etc. En plus, qui étaient des lieux qui n'étaient pas hyper fréquentables, donc avec lesquels on n'a pas forcément envie d'associer une marque de luxe, parce qu'Ozone, c'est quand même des bouteilles qui se vendent plusieurs centaines d'euros. Donc voilà, ça c'était un exemple qui était marquant pour nous, parce que c'était Ozone et c'était très développé. C'est-à-dire qu'en plus des bouteilles de vin, il y avait vraiment des cavistes, des restaurants, donc voilà, Louis Ozone qui se développait comme ça, évidemment uniquement sur la notoriété du château Ozone. Donc on a réussi à mettre un terme à ça. Mais et comment vous avez fait? Des procès et des menaces. Ok.
Et ça a mis un peu de temps, ça a mis quelques mois, mais finalement on y est arrivé avec l'aide de l'administration chinoise. Oui. Qui est pas une Alors l'administration française, elle n'est pas facile, mais l'administration chinoise, elle n'est pas facile non plus, surtout quand on n'est pas chinois. Ok. Donc, Oui. mais au bout d'un moment, au bout de quelques années, avec les mêmes types de problèmes, on arrive Mais à être c'est-à-dire un peu que par plus exemple, tous ceux qui efficace. utilisaient la marque Louis Ozone payaient finalement la famille Vautier pour comment il a fait en fait? Ah non, on l'a fait annuler les dépôts de marque et on Ah leur oui. a fait interdire Ah, je d'utiliser croyais la qu'on marque. pouvait, dans ces cas-là, se faire payer. T'as utilisé Alors, mon nom, mais tu me payes. ouais, on pourrait s'appeler un contrat de licence. Mm. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire, bon, vous pouvez continuer à l'utiliser, mais on veut que vous nous payiez des royalties en Oui, substance. oui, oui. Donc non, là, c'était tout Mais annulé. le problème, c'est que, c'est pas comme ça qu'on gère une marque de luxe, Mm. sinon c'est Pierre Cardin. Hein. Mm. C'est-à-dire que c'est une marque de luxe, et puis à la fin, ça fait des parapluies, des porte-clés, et la Ouais, ceinture, elle vaut 10 euros alors qu'elle devrait en avoir 200. ouais, je comprends. Donc lorsqu'on est une marque de luxe, on n'a pas envie que sa marque soit diluée. En fait, on a envie de protéger son périmètre de marque. Et donc un Louis Ozone sur lequel on n'a pas la maîtrise de la qualité n'est pas intéressant. Et en plus, un Louis Ozone sur des bars de nuit un peu douteux, c'est pas trop l'image vers laquelle on veut tendre en général. Allez, Jean-Baptiste, un top 1 en France, Alors je sais pas si c'est top 1, mais en tout cas c'est un autre exemple qui est intéressant. à Bordeaux. À Bordeaux, tout à fait. On défend les mentions traditionnelles. Alors les mentions traditionnelles, c'est des termes sans être trop techniques, c'est grand cru classé, premier cru. Des termes que seuls des châteaux éligibles à leur utilisation peuvent utiliser. Donc c'est des différents classements de Bordeaux, 1855, Saint-Émilion, etc. Et un château, qui est le château Régnac, avait utilisé ces termes dans le cadre d'une communication, non pas pour dire qu'ils étaient grands crus classés, mais pour dire qu'ils étaient aussi bons ou meilleurs que des grands crus classés. Ils se cachaient, on va dire, ou en tout cas leur manière de raisonner était de dire qu'ils avaient organisé une dégustation à l'issue de laquelle, à l'aveugle, à l'issue de laquelle leur vin était classé devant des grands crus classés, que donc c'était la réalité et que des experts avaient jugé qu'il était meilleur des grands crus classés. Donc, en fait, ils disaient tout simplement la vérité. Sauf que la vérité ne permet pas de violer la loi. Voilà, en substance. là, c'est un problème de vocabulaire. Exactement. Et ce n'est pas parce que je m'appelle Monsieur Nike que demain j'ai le droit de faire des chaussures qui portent mon nom, même si je m'appelle comme ça. Donc la vérité n'a pas de translittération juridique, on va dire. Voilà. Très bien. Donc là, on va faire un zoom du coup sur la loi Evin. Est-ce que tu as des anecdotes à nous partager? Alors j'ai une anecdote qui montre la complexité de la loi il y a 20 ans. J'étais directeur juridique de l'interprofession du cognac, le BNIC. Oui. Et j'avais un département communication qui devait mettre en place toute une campagne mondiale de publicité sur le cognac. Et ils avaient fait appel à un cabinet parisien qui avait... c'était des gros budgets, des très gros budgets. Cognac, oui, ils sont un peu dessous. Et le cabinet parisien nous donne quelques ébauches de publicité. On monte à Paris pour faire une réunion avec eux, tout a été fait. Et je me retrouve face à eux et face à leur avocat et je leur explique qu'en fait, il n'y a rien qui va d'un point de vue loi Evin. Rien. Ça fait 1 an qu'ils bossent dessus. Il y a un budget qui était de centaines de milliers, voire plus, d'euros. Tout le budget a été dépensé, évidemment, par l'agence de com. Et donc, en fait, ils se retrouvent avec un truc qui devait paraître 1 ou 2 mois plus tard. Ils doivent tout changer, tout refaire. Le budget est explosé. Il n'y a plus le temps de le faire. Voilà. Donc, c'est pas un exemple très précis, mais c'est juste pour... ce qui illustre la vraie problématique de la loi Evin, c'est que tout l'argent qu'on veut économiser en ne sécurisant pas assez son projet en amont, et dans ces cas-là, c'est pas l'agence qui est en tort finalement, puisqu'elle aurait dû peut-être se rencarder sur... Alors, est-ce que l'agence est en tort? C'est possible qu'elle a une part de responsabilité, mais je pense que dans ce genre de relation, c'est également le professionnel qui doit suivre au fur et à mesure de l'élaboration la bonne tenue de la création, parce que c'est quand même lui le professionnel du vin. Donc, Est-ce que tu as des tips à donner justement pour
pour respecter la loi E20. On n'a pas le droit de voir quelqu'un boire un verre de vin. Ok, ça on le sait. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais, en fait, je pense qu'il y a deux choses à voir dans la loi E20. La première, c'est j'ai des clients qui viennent et qui me disent voilà mon projet, est-ce que c'est OK pour la loi E20? Alors déjà, il n'y a rien qui est OK pour la loi E20. Vas-y, tu vas le barrer alors. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est est-ce qu'il y a un risque de se faire attaquer? Oui, Donc il y a un curseur à placer. oui. 2, si je me fais attaquer, est-ce qu'il y a un risque que je me fasse condamner? Donc il y a deux risques à évaluer. Donc si on est un grand négoce ou un grand brasseur ou un alcoolier de dimension internationale, on est dans les radars des associations de fait. Donc le risque de se faire attaquer est plus important. Ce qui veut dire qu'on va être beaucoup plus vigilant, beaucoup plus strict sur les détails de la création. Si on est un tout petit producteur de l'AOC Séronce, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection avec 7 viticulteurs, bien, on peut penser qu'on aura très très peu de chances de se faire attaquer, tout simplement parce que l'intérêt d'attaquer quelqu'un pour une association anti-alcoolique ou anti-addiction, c'est qu'on en parle dans les journaux. Et donc en fait, si on attaque un petit viticulteur à Séronce, ça n'a aucun intérêt, donc en fait, il perd de l'argent. Donc le petit viticulteur à Séronce, il a beaucoup plus de chances, parce qu'il peut un peu plus délirer sur sa communication, tout simplement parce qu'il aura moins de chances d'être attaqué. Une fois qu'on a analysé la chance d'être attaqué, on regarde le fond, on se dit, si on se fait attaquer, voilà, en fonction des jurisprudences passées, le risque que tu as de te faire condamner. Donc on peut avoir un curseur, oui, si tu te fais attaquer, tu seras condamné, c'est sûr, sauf qu'il y a très peu de chances que tu te fasses attaquer. Donc l'analyse, elle se fait à 2 niveaux. Et est-ce que finalement, certaines grosses entreprises mettent un budget, le font quand même et mettent... Il y a des grands brasseurs, alors il y a Heineken, des grandes boîtes comme ça qui provisionnent les condamnations et qui savent très bien que... Parce que c'est des publicités qui sont géniales, hein. Enfin, moi je les adore personnellement. Lorsqu'ils avaient le tire-bouchon Charles de Gaulle qui mettait en... C'est celui qui fait comme ça, là. Qui mettait en scène à Rio, donc c'était un peu osé, il remplaçait le Christ de Rio sur une montagne de canettes d'Heineken, bon, on en pense ce qu'on veut, mais ça marque, c'est-à-dire que moi j'ai vu cette publicité, elle s'est faite interdire après, mais c'est fait, et on est sûr que ça leur a rapporté beaucoup plus que la condamnation qu'ils ont pu avoir d'ailleurs, parce que je ne suis pas sûr de l'issue, mais voilà, mais oui, c'est provisionné, quoi. Bon, merci Jean-Baptiste pour toutes ces précisions. Est-ce que tu peux nous parler de tes autres casquettes? Parce que tu ne travaillerais pas avec la Revue des Vins de France aussi par hasard? Alors, je suis pigiste pour la Revue du Vin de France. Puisque bon voilà, en tant qu'avocat, on n'a pas la possibilité de cumuler beaucoup d'autres professions. Ce qu'on peut faire, c'est les 2 casquettes que j'ai, ou les 3-4, c'est l'enseignement et la presse. Okay. Donc pour la Revue du Vin de France, je suis pigiste. Je suis membre du comité de dégustation de la revue. Ok, ça fait longtemps? Comité de dégustation, ça doit faire 6 ou 7 ans maintenant, je pense. D'accord. À peu près. Non, c'est chouette. Ouais. Et tu fais partie d'autres associations? Alors, d'associations, oui. Bon, alors je mélange un peu tout, hein, mais je suis président de l'Institut du droit du vin du barreau de Bordeaux. Oui. En fait, le barreau de Bordeaux, c'est 2000 avocats. Et comme la richesse numéro 1 de la région provient quand même du milieu viticole, il y avait besoin d'un institut dédié, une spécialisation juridique viticole. Donc je préside ça depuis 1 an. Et je suis également président de l'Association internationale des avocats en droit du vin. Donc on reste toujours dans cette ultra spécialisation, voilà, exactement, depuis janvier cette année pour 3 ans. Peux-tu nous parler du coup du guide que tu as fait pour les jeunes viticulteurs? Qu'est-ce qu'ils vont trouver dedans? Alors c'est un guide qui a été élaboré dans le cadre de l'Institut du droit du vin de Bordeaux. C'est pas un guide que j'ai élaboré moi-même, c'est un ouvrage collaboratif. Ok. Et j'ai identifié
plusieurs avocats qui avaient justement parlé de spécialisation dans le droit du vin au début de l'entretien. J'ai identifié des avocats par spécialisation, donc le droit rural, le droit commercial, le marketing, propriété intellectuelle, etc. Et je les ai mis autour d'une table de manière à ce qu'ils puissent donner des conseils aux jeunes viticulteurs qui s'installent et qui n'ont aucune idée de rien à part celle de faire du vin. Oui, Leur donner en fait des conseils, des pistes juridiques, ce à quoi il faut penser, ce à quoi il faut faire attention par spécialisation. Et ce que je voulais absolument, c'était que tout soit très schématisé, que ce soit pas du verbiage juridique, que ce soit quelque chose de très digeste et qui soit vraiment un outil d'aide. Évidemment, le but, c'est de montrer que l'avocat est là pour aider les gens en cas de besoin. Mais le but numéro 1, c'est vraiment de leur dire faites attention. Quand vous commencez, si vous voulez que ça se passe bien, il faut faire attention à ça, à ça, à ça. Et dans telle hypothèse, peut-être vous n'aurez même pas besoin d'un avocat. Donc, Et on le trouve où ce guide ? il est en ligne sur le site du barreau de Bordeaux. Il a été relayé par plusieurs syndicats représentatifs comme le CIVB, la Fédération des grands vins de Bordeaux, etc. Il est gratuit et il a pour particularité de n'avoir jamais de fin, puisqu'il va être abondé au fur et à mesure, il est uniquement dématérialisé. Dès que des articles seront obsolètes, ils seront retirés, remplacés, adaptés, modernisés. Et là, on a une nouvelle série d'articles qui va paraître d'ici la fin de l'année. Donc voilà. Et le barreau de Bordeaux et l'Institut du droit du vin est garant de son actualisation annuelle. Jean-Baptiste, on passe à la rubrique perso. Si t'étais une musique, tu serais laquelle ? Je serais du rock blues. Du rock blues texan avec un guitariste. J'adore le rock blues texan, j'adore les guitaristes. Ok, très bien. Stevie Ray Vaughan. Allez, vendu. Si t'étais un film ? Si j'étais un film, je serais Margin Call. Ok. Sur la crise des subprimes en 2008. C'est un huis clos avec Jeremy Irons, Kevin Spacey, etc. Avant qu'il soit inculpé d'ailleurs. Mais c'est un super film, j'adore. Bon, très bien. J'ai entendu parler aussi. Et allez, dernière question. Si t'étais un vin, bien sûr, lequel serais-tu ? Je serais naturellement le vin de ma famille, Château Fogas. Ah, appellation du coup ? Cadillac, Côte de Bordeaux. Ok, très bien. Merci beaucoup Jean-Baptiste de toi. t'être prêté au jeu et Merci. d'être venu jusqu'ici. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Abonnez-vous. À bientôt.